Elisabeth Lévy, vous avez vu, il y a des tractations qui sont menées, la coalition, un gouvernement d'union nationale, comme on l'évoquait avec Éric Revel à l'instant. C'est Fabien Roussel qui a laissé entendre que l'idée trottait dans la tête du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien à moi que vous vous adressiez, Patrick. Bien sûr, bien sûr. Oui. Écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression quand même que la panique, comme vient de le dire Éric, chez les macronistes, est en train de transformer un revers sérieux en catastrophe. Parce que je rappelle quand même que ce qui fait que c'est une gifle, c'est que ces gens n'avaient pas envisagé qu'ils n'auraient pas la majorité. Mais il y a quelque chose d'assez logique, c'est-à-dire qu'en réalité, nous ne sommes plus dans un pays bipartisan. Donc quand il y avait deux partis, forcément, il y en avait un des deux qui avait la majorité. Aujourd'hui, c'est assez logique. Or, Emmanuel Macron n'a pas eu la majorité, mais ça reste le premier parti. Il n'y a pas de majorité contre lui. Donc, si vous voulez, je trouve que leur état de panique, en fait, est lié à leur arrogance. Comme ils n'avaient absolument pas envisagé qu'on ne les aime pas à ce point pour leur donner cette majorité qui a toujours été, très souvent été le cas sous la Ve. Là, ils sont tous désemparés. Pour tout vous dire, j'ai un peu de mal à croire à l'Union nationale. En tous les cas, je la croirai quand on saura sur quelle base. Oui. Mais sur quel, si vous voulez, déjà, alors en plus, ce serait vraiment étrange parce que je vous rappelle que dès dimanche soir, Madame Borne recommençait à nous fatiguer avec l'ancienne de l'extrême droite. Oui. Je sais pas si vous avez noté, mais ça recommençait. Oui, attention, l'extrême droite, les fascistes. Oui. C'est fini ça. Ça y est là. Maintenant, il faut prendre acte qu'on passe à autre chose. Pas pour tout le monde par rapport à l'extrême droite, par rapport à l'extrême gauche. Il y a quand même toujours évidemment des divergences. Sinon, à quoi bon défendre en fait des positions des uns et des autres ? Des divergences. Oui. Des divergences, c'est pas pareil, si vous voulez, que des infréquentabilités, des cordons sanitaires, etc. C'est pas la même chose. Oui. 0826 300 300 pour débattre aussi avec nous. Décidément, on part à Pau. Non, il y avait il y a une petite chance. Non, mais pas de chance parce qu'il y a eu un Pau, on n'a pas de chance. Oui. Il y a un petit peu de standard. C'est pas grave. Éric Revel, est-ce que ça peut être imaginable quand même de dialoguer ensemble, sachant qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, y compris par exemple ce qui est le plus emblématique, la réforme des retraites, quoi. Oui, mais mettez-vous à la place des partis politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, de droite nationale ou d'extrême gauche. En réalité, ce que veulent les partis et leurs députés, c'est voir le chef de l'État reprendre des mesures politiques qui leur tiennent à cœur et qui sont dans leur programme. Alors, vous me parlez de la retraite à 64 ou 65 ans. Si vous regardez de manière clinique, en réalité, le Rassemblement national n'en veut pas, puisque Marine Le Pen veut 60 ans avec 40 annuités. Les NUPES n'en veulent pas. Alors, est-ce que sur ce sujet-là, il pourrait trouver, Emmanuel Macron et son gouvernement, un compromis avec les Républicains, qui seraient évidemment pris un peu au piège, parce qu'ils sont pour réformer mais dans ces le départ conditions, à la retraite. Vous n'êtes pas sur une coalition, sur une grande coalition. Non, vous êtes sur des majorités de circonstances. Oui, vous êtes suivant les projets. Oui. Mais combien de temps Emmanuel Macron peut supporter ça ? Parce qu'en réalité, il va être une sorte passez-moi l'expression, une sorte de marchand de tapis. Oui. C'est-à-dire qu'il va être obligé à chaque fois de s'adonner à la junéflexion politique et à demander aux uns d'appuyer tel projet du côté de la gauche, aux autres du côté des Républicains ou du Rassemblement national. Donc en réalité, c'est quand même... Tout dépend de qui est à Matignon. Alors pour l'instant, c'était Elisabeth Borne. Elle a proposé sa démission qui a été refusée par Emmanuel Macron, mais on lit entre les lignes qu'elle veut rester, quoi qu'il en soit, là-bas. Est-ce que c'est possible de mener cette politique avec elle, quoi, Elisabeth Lévy ? Écoutez, le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il a tant de choix possibles. Elisabeth Borne, déjà, ça n'était pas un choix, même quand elle a été nommée, on peut pas dire que ça a été salué par des hurlements. Je dis pas que c'est une femme estimable, mais on attendait un coup politique, en quelque sorte, et il n'est pas venu. Et à vrai dire, je serais bien embêté si j'étais Emmanuel Macron, parce que c'est toujours le même problème. Quand on est sur... Comment ? Rassurez-vous. Oui, je vous rassure aussi, Patrick, c'est peut-être beaucoup mieux pour la France. mais si vous voulez, c'est le problème, c'est que quand vous pratiquez le pouvoir solitaire et que vous pensez, en fait, c'est ça la grande faiblesse d'Emmanuel Macron, c'est qu'il se pense supérieur à tout le monde, et il est certainement très intelligent, mais il a toujours pensé que lui, en tant que tel, sa présence, sa personne suffisait. Non, ça c'est pas une réponse à tous les problèmes du pays. Oui, Donc, moi, je dois vous dire, je sais
sais pas qui je nommerais. Et vous, cher Patrick, vous n'avez pas une idée? Je sais pas, mais les auditeurs ont une idée. 0826 300 300. Oui, et on part à Niort avec Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Bon, vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée, vous? Et puis bonjour à Eric Revel, que j'aime beaucoup. Voilà, je suis pas toujours d'accord, mais bon... Bonjour madame, c'est bien. Si vous m'aimez alors qu'on n'est pas d'accord, c'est très fort. Hein. Ouais. Non, mais il y a pas toujours, hein, forcément. Il y a des fois oui, mais il y a des fois moins. Bon, très bien. Ceci étant dit, bon, moi je pense que il y a une chose que les LR, j'ai l'impression, ont du mal à comprendre. Et c'est aussi pour ça que leur histoire d'alliance nationale, machin, c'est n'importe quoi. Les LR n'ont pas compris. Moi, je les entends sur les plateaux depuis hier. Certains qui commencent à dire que oui, mais bon, ça serait bien quand même que ça soit des LR qui soient nommés ou en Premier ministre, choses comme ça, pour pouvoir imposer leurs convictions et leurs projets, moi, j'ai qu'une chose à leur dire à ces gens. C'est que si ils commencent à aller à la gamelle sous prétexte qu'ils pensent que peut-être Emmanuel Macron irait dans leur sens, alors soit ils sont très très naïfs, parce que ça n'existe pas, ou alors vraiment ils sont prêts à se soumettre comme l'ont fait Darmanin et puis Le Maire, et quand certains prennent justement l'exemple de Le Maire et Darmanin, je suis désolée, mais moi je vote plus LR. À cause de gens comme ça. Ouais. C'est hors de question. Je veux dire, quelque part, quand on est à droite, quelque part, on a des principes à un moment donné. Mais le gouvernement et Emmanuel Macron, on se pose la question, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche, quoi Bon, mais lui, il est de nulle part. Il est simplement dans la lignée qu'il s'est fixée, c'est-à-dire que une déconstruction de la France telle qu'elle était. Il ne veut pas entendre parler de gens qui aiment leur pays réellement. Lui, il répond aux desiderata de l'Europe avant toute chose. Donc, si vous voulez, il s'en fout, quoi. Voilà, il s'en fout. Il dira où ça sera le plus facile pour lui de pouvoir manœuvrer. Donc, l'enfumage, de toute façon, est son hobby préféré. Donc, il va continuer tranquillement à enfumer tout le monde. Alors, ceux qui sont naïfs et qui vont tomber dans le panneau, je peux vous dire que les gens comme moi qui ont fini par voter RN, parce que très franchement, moi j'ai voté à droite. Vous étiez, oui, c'est ça, à droite toute votre vie, et là vous avez basculé RN. Ah ben, obligé, parce que vous voulez, quand vous entendez des LR qui savent pas où ils vont, qui pensent d'un côté ou de l'autre, qui choisissent Pécresse comme présidentiable, alors qu'on sait très bien que Pécresse, de toute façon, elle est totalement en accord avec Macron sur bout tout point. Non, quoi, je veux dire, il y en a marre, quoi. Est-ce que, et un Laurent Wauquiez vous aurait davantage séduit? Bah, très franchement, même si sur le point de vue de l'Europe, j'ai quand même quelques dents contre les LR en général et en particulier, j'avoue que Wauquiez aurait été un choix. Mais je vais vous dire, même Ciotti, à la rigueur, aurait été un choix bien plus judicieux. Et je pense que... Vous savez que le nom de Laurent Wauquiez revient de temps en temps, en se disant ça pourrait être une hypothèse, qu'Emmanuel Macron appelle Laurent Wauquiez pour être Premier ministre. Wauquiez se tirerait une balle dans la tête, dans le pied. Dans le pied, bon, peut-être pas dans la tête, faut pas pousser. Je ne veux pas pousser trop, mais... Merci Claudine. Merci Claudine. Voilà. Il y a des réactions, oui, Cécile. Il y a des réactions justement sur cette question. Emmanuel Macron devrait-il proposer un gouvernement d'union nationale? Pour l'instant, vous dites moins 63%. Et Jean-Claude Vallard nous dit l'union nationale, pour exister et être efficace, doit être un projet mené dès le départ. Là, Emmanuel Macron sort ça de son chapeau, juste pour espérer effectivement d'éviter de perdre la face et prendre la main sur l'opposition. Et pour lui, ça n'a aucun sens. Oui. Allez, on continue d'en parler dans un instant avec vos appels aussi. Dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Et juste avant de finir, Patrick, on va offrir le cadeau ce matin avec le Futuroscope. Et notre gagnante s'appelle Marie-Soleil. C'est joli. Marie-Soleil.
Bonjour. Comment ça va, Marie-Soleil? Ça va trop bien. Je me suis levée tôt parce que j'attends la livraison d'un canapé. J'ai fait votre jeu. Enfin, c'est le bonheur, quoi. Alors, tout va bien. Ouh là là, je vois le tout, ça peut tomber cet après-midi. Donc, vous avez gagné, Marie-Soleil, un très joli séjour au Futuroscope en famille et à l'hôtel, bien entendu. Vous allez pouvoir découvrir les chasseurs de tornades, mais aussi Objectif Mars. On a vraiment l'impression de parler de politique quand on entend ça. Et vous allez pouvoir partir en famille. On est très heureux de vous offrir ce joli cadeau, Marie-Soleil, qui vous va si bien. Je suis trop contente. Bon, aujourd'hui à Pau, il fait un peu orageux, mais bon, le soleil va sortir dans la journée, j'en suis sûre. Voilà, et on viendra fêter ça tous assis sur votre canapé. Ah ouais, parce qu'il est top. Et quand vous voulez, vous venez faire l'émission à Pau. Hein. Moi, je vous écoute tout le temps et j'écoute et je regarde Monsieur Patrick Roger dans d'autres à la télé. Voilà. Ouais. Il est beau à la télé, non, Marie-Soleil? Il est magnifique. Il est bien maquillé, il est bien. Non, mais vous savez qu'on ne maquille plus d'ailleurs sur les. Vous n'avez pas besoin de ça, Patrick Roger. Merci, Marie-Soleil. Merci beaucoup de votre sourire. On vous embrasse. Restez avec nous. On revient dans un instant. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt et merci de votre fidélité. C'est le Grand Matin Sud Radio, 9h17. On revient dans un instant. C'est la suite des grands débats avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et vos appels 0826 300 300. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé hier aussi de l'arrivée de la NUPS et surtout de la France Insoumise à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas si vous avez vu en fait les images. Éric Revel et ensuite Elisabeth Lévy. Écoutez, à titre personnel... C'est un peu folklorique. Alors oui. Alors à titre personnel, je veux dire, si j'avais été élu député, je serais arrivé plutôt avec une veste et une cravate, mais c'est dû à mon âge, à mon expérience, à ma ringardise. Maintenant, non, c'est pas un gars. Maintenant, je trouve que ça colle bien à ce que représente la France Insoumise. Moi, ça me choque pas plus que ça, je vais vous le dire. Bon, il y a une certaine joie quand vous êtes élu député, j'imagine, quand vous avez milité. Bon, voilà, c'est un peu dans l'ADN de la France Insoumise. C'était la fête de la musique. C'était la fête de la musique. Moi, je vais vous dire, ça me choque pas plus que ça, même si à titre personnel, j'aurais évidemment, je me serais pas comporté comme ça. Mais bon, est-ce que c'est un sujet? En tout cas, ça fait parler. Voilà. Je pense que la rentrée des députés du Rassemblement national tout à l'heure à l'Assemblée va être totalement différente. Je pense même qu'ils vont prendre exactement le contre-pied. Ce que disait Sébastien Chenu. Ils veulent apparaître comme responsables, etc. Donc ils vont arriver derrière la chef, Marine Le Pen, bien rangée, les hommes bien rasés, les femmes bien mises. J'imagine. Ils vont donner une autre image. Bon. Après, c'est à la fois les chocs des cultures, le choc de ce que représentent aussi les partis politiques. Plusieurs catégories sociales, quoi, aussi, bien sûr, quoi. Oui, mais au Rassemblement national, vous avez aussi des femmes de ménage dont on parle moins d'ailleurs. On parle plus de la femme de ménage France Insoumise qui a gagné magnifiquement que d'autres au Rassemblement national ou ailleurs. La grande différence avec l'Assemblée précédente, comme je tiens à le souligner, c'est que on avait dit avec En Marche, c'était la société civile qui rentrait en 2017. C'était un certain type de société civile. Là, avec cette Assemblée nationale, j'ai le sentiment que ça peut servir d'exutoire à la rue parce que vous avez vraiment des citoyens entre guillemets ordinaires, c'est pas péjoratif, ordinaires qui rentrent à l'Assemblée nationale. On verra ce que ça produit, mais ça permet à la colère de la rue d'avoir une certaine. L'Assemblée va connaître un certain état de grâce. Ce que nous disait Andy Kerbrat, notamment qu'on avait en fait hier, puisqu'on en avait plusieurs entre 9h30 et 10h. Avant de donner la parole à Elisabeth, Cécile, vous vouliez... Non, je voulais juste vous faire écouter le son pour ceux qui n'auraient pas entendu l'arrivée de la NUPES, en tout cas de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Écoutez. Elisabeth Lévy. Qu'est-ce que ça moi, je trouve quand même que ça manque un tout petit peu de tenue et que quand on représente le peuple français, on n'est pas là, si vous voulez, pour faire la bringue entre copains. C'est-à-dire qu'on fête son élection entre copains dans son parti, c'est tout à fait naturel, et qu'ils aient fait la fête dimanche les jours précédents. Je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, il y a une espèce de solennité dans l'acte de la représentation, et surtout, ça augure, si vous voulez, de ce qu'ils vont faire de la
l'Assemblée, c'est-à-dire ils vont zadiser l'Assemblée, faire des coups d'éclat. Mais et puis alors, je voudrais juste faire 2 remarques par rapport à ce qui a été dit précédemment. La première, c'est qu'il n'est pas exclu que Emmanuel Macron agite l'Union nationale pour faire peur à la droite. En fait, en disant soit vous allez m'aider, soit vous allez vous retrouver avec les nupistes et autres dans le même attelage. Et je suis pas sûr que ça leur plaise beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que nous, les commentateurs, on a un peu tendance à oublier quand même que cette Assemblée a été élue par 47% des électeurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Et que je suis pas du tout sûr que le fait qu'il y ait des femmes de ménage à l'Assemblée va calmer la colère des gens, parce qu'en réalité, les gens qui votent pas vont pas tellement suivre ce qui se passe à l'Assemblée non plus, cher Eric. Oui, c'est vrai. Oui, les gens qui votent pas n'ont qu'à voter pour donner leur avis et élire aussi des députés. Mais moi, je suis pas en train de porter un jugement, je suis en train de faire une analyse. Je suis pas en train de faire de la morale aux électeurs. Non, moi, je pense, Elisabeth, que cette Assemblée nationale va bénéficier quand même, je le dis, d'un certain état de grâce. Vous voyez, parce qu'avec avec l'entrée de citoyens, encore une fois, ordinaires, il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement national et de la NUPES qui mettent un certain espoir dans cette Assemblée. Bon, on sait que c'est un peu compliqué à imaginer qu'il y ait des majorités de circonstances solides, mais c'est un peu cet espoir-là qui est mis. Donc peut-être que pour Emmanuel Macron, c'est autant de temps de gagner aussi avant une éventuelle, parce que je dis pas qu'elle a disparu, colère de la rue. Bon, voilà, c'est tout ce que je disais. Maintenant, vous aurez peut-être raison et j'aurais peut-être tort. Vous avez raison sur l'état de grâce. Vous avez raison. L'idée d'état de grâce de l'Assemblée me semble intéressante. Parce qu'en général, c'est pour le président de la République qu'on dit qu'il y a un état de grâce. C'est pour ça que je l'emploie. Mais laissez-moi vous féliciter, mon cher Eric. Si vous me coupez la parole quand je vous félicite, ça ne va pas du tout. C'est que c'est une excellente. Non, c'est une. Voilà, c'est pour demain ça. Non, c'est une très bonne formule. Précisément, c'est pas tant parce qu'il y a des femmes de ménage entre nous, je trouve. L'Assemblée nationale, c'est pas la chambre des métiers. Chacun n'est pas là pour représenter sa corporation, même si, même si je trouve que c'est très bien qu'il y ait de la diversité sociale, de la mixité sociale à l'Assemblée. Mais c'est quand même la première fois, avec le système majoritaire, dont on a beaucoup dit qu'il avait été proportionnalisé sauvagement en quelque sorte, c'est la première fois que pratiquement tous les courants qui sont dans la société sont représentés à l'Assemblée de façon importante, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on l'a déjà dit, mais le vrai fait nouveau, c'est que le cordon sanitaire, comme on disait, est sauté et que le RN soit représenté à proportion de ce qu'il est dans le pays. En tout cas, il y a un mot qui tourne beaucoup en ce moment, c'est dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, voilà. Alors, mais ce serait un peu paradoxal alors qu'on vient d'élire et qu'on a déjà eu du mal. Il y a eu 53%, comme l'a rappelé Elisabeth, 53% d'abstention, qu'on relance en fait avec une dissolution pour relancer en fait la machine. Beaucoup en parlent sur les réseaux sociaux. Oui, non mais ça peut venir dans un second temps. Si le président de la République appuie sur le bouton de la dissolution, il faut d'abord qu'il fasse la preuve que c'est un vaste chantier, qu'on s'en sort pas et qu'il prenne les Français à témoin et qu'ils disent je n'ai pas d'autre solution que de dissoudre. Mais c'est pas maintenant. Pris en quelque sorte aussi comme une forme de référendum peut-être. Comme le général de Gaulle. Oui, enfin, le risque, c'est de se retrouver dans une situation à la Chirac en 97, où vous décidez de dissoudre l'Assemblée nationale et vous vous retrouvez avec un nombre de députés encore inférieur à celui que vous aviez avant. Mais Jacques Chirac avait déjà quand même, lui, était plutôt, à l'époque, bien positionné. Il pensait accroître et développer, mais c'était pas tout à fait, c'était pas juste après les élections, quoi. Donc là, le contexte est quand même différent. Les Français auraient du mal, je pense, à comprendre, quoi, hein, s'il y avait cette nouvelle dissolution. Non, le contexte était totalement différent, puisque à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais la France n'était pas dans les critères de Maastricht. On risquait des amendes budgétaires de Bruxelles, et il y avait une fameuse note qui émanait de Bercy, qui s'appelait la note Blanchard-Dignac, qui avait été publiée par Le Monde, et qui mettait la France devant ses difficultés. Et donc Chirac et sans doute Juppé avaient décidé de dissoudre pour avoir une majorité qui leur permettrait de faire passer des réformes impopulaires ensuite. Et on a vu ce qui s'est passé. Les Français sont toujours très surprenants. Villepin qui avait sorti ça du chapeau, quoi. Voilà, merci. En tout cas, ce que l'on pouvait dire. Dans un instant, on va parler aussi de cette France. Où va notre société? Où va la société? Non, mais où va la société française, en fait, aujourd'hui? Entre le wokisme d'un côté, des représentations beaucoup plus identitaires. C'est ce qu'on va voir avec Brice Couturier, auteur de OK Boomer. Vous vous souvenez, son livre
sorti il y a quelques mois, où il préfigurait déjà de beaucoup de choses qui sont en train de se produire. On verra ça avec lui. Et puis avant ça, évidemment, certains ont encore du bourdonnement dans les oreilles de cette fête de la musique d'hier soir, qui sont sortis en fait un petit peu tard. Voilà, c'est ça. Tiens, et hier c'était la fête de la musique toute la journée sur Sud Radio. Petit best-of. Écoutez. Les vraies voix, c'est chaque soir en live sur Sud Radio. C'est la fête, c'est la fête. Let the sunshine, let the sunshine, the sun shining. C'est la fête, c'est la fête. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché. Et la cuisine, je pique, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi. Oh, Champs-Élysées. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. C'est autre chose. Oui, donc c'était un bon moment. Vous avez reconnu un peu dans l'ordre les vraies voix autour de Philippe David, Frédéric Brindel. Il y avait des moments quand même assez exceptionnels, quoi. Même Philippe Bilger a chanté. Hier soir, c'est tout dire. C'est ça la famille Sud Radio. Valérie Expert, André Berkoff, hier dans son coup de cœur, coup de gueule. Éric Revel à l'instant, et puis vous, Cécile. Et puis vous, Patrick, surtout. Oui, c'est ça. Allez, donc vous, Patrick, oui, ça c'était grand. Mais Elisabeth n'a pas chanté. Mais je vous chanterai, mais moi je connais que du Brassens alors. Et ben alors. Ouais. Bon, demain avec Françoise de Gois, vous avez une journée pour répéter. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien, je répète. Ouais.